Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record. J'espère que vous allez bien. Toujours en compagnie de Carl aujourd'hui, puis on voudrait vous parler de c'est quoi les features du côté de Power BI qui sont sortis, que pour nous ont été game changer, qui ont vraiment amené de la valeur, hein. En même temps, on va essayer de regarder c'est quoi les problèmes que ce feature-là va régler. Fait que je pense qu'on va vraiment avoir du fun à parler de ça. Carl, ça va bien aujourd'hui? Oui, tout à fait, super bien. On est en plein dans la saison des vacances actuellement, fait que tout va pour le mieux. Puis toi, ça va bien? Ça va très très bien. Moi aussi, je reviens de vacances, fait que je suis pas mal relax aussi, puis bien content de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Parfait. Ben, je vais te lancer la première balle. En fait, on parlait justement off-cam de certains points, puis tu m'avais mentionné que un de tes gros game changers, un des éléments qui avait fait un gros impact sur la création de rapports, c'était les paramètres de champ ou les field parameters. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans la création de rapports? Ouais, donc les field parameters ou les paramètres de champ, ça a deux possibilités. Je dirais, la première possibilité, c'est je prends un graphique de vente que je regarde les ventes par catégorie de produits. Mais là, des fois, je vais avoir des utilisateurs qui vont vouloir regarder, mettons, mon bar chart, là, mon graphique à bord. Il va regarder les ventes, lui, par client, puis des fois, ça va être par pays. Fait que, tu sais, je pourrais créer d'autres visuels, puis, tu sais, avoir un graphique par pays, un graphique par client. Mais avec le field parameter, je suis capable d'avoir le même graphique qui va être, il va avoir un segment ou un slicer qui va être à côté. Puis le slicer, l'utilisateur va pouvoir choisir client, pays ou catégorie. Puis quand il va changer, mettons, pour un pays, ben le graphique, il va s'updater. Puis automatiquement, il va être capable d'avoir les ventes par pays. Fait que ça change, dans ce cas-là, ça changerait l'axe des X sur mon graphique. Puis ça fait en fait qu'on peut vraiment amener des paramètres dynamiques dans le rapport. Puis tu sais, tu peux avoir une valeur par défaut. Fait que tu dis, ben, 80%, ça va être cette valeur-là. Fait qu'après, la personne, quand elle se connecte, ben, elle peut décider d'aller voir le même KPI, mais sous d'autres angles. Puis elle va peut-être avoir des nouveaux insights par rapport à ça. Puis on peut faire la même chose, mais à la place de justement avoir des champs qui sont dynamiques, ce serait d'avoir des mesures qui sont dynamiques. Fait que dans ce cas-là, tu sais, ça serait même exemple, mais ça serait, je regarde j'ai trois mesures. J'ai les ventes nettes, les ventes brutes. Puis là, tu sais, je pourrais, Ou quand juste les faire quantités. Fait que tu sais, mettons, profit, ouais, ouais, vente, c'est quantité. ça. Ouais, Tu prends aussi les quantités de retour. Tu pourras en mettre plus qu'un, des fois, même dans ouais, tu pourras avoir deux fois des éléments pour pouvoir comparer sur deux courbes des éléments. Donc, tu es capable après ça de ouais, faire une espèce de produit cartésien ou pas de produit cartésien, mais de comparable de tout avec tout, dans le sens que euh, puis moi, je l'utilise énormément, dans le sens que mm, je pense que il y a très peu de rapports qui a pas au moins un paramètre de champ dans mes rapports depuis que ça a été créé. Là. Je peux les compter sur les doigts d'une main, les quantités de rapports qui en ont pas. Mais avant, le problème, c'est qu'on devait les faire avec des signets. Puis les signets, c'était pas le fun à utiliser parce que tu savais jamais. Tu sais, fallait que tu gères les deux boutons pour savoir lequel. Parce qu'un bouton de signet, il vient pas highlighter quand tu as sélectionné le signet. Fait que là, tu es obligé de ouais, gérer ouais, deux signets pour être capable d'avoir des visuels pour te dire lequel qui a été sélectionné. C'est beaucoup de trouble faire ça en signet versus en paramètre de champ. ouais. Puis en général, mettons, les signets, tu sais, c'est puissant, mais
je pense que moi et Carl, les deux, on est plus de l'avis qu'on essaie de moins en avoir le plus possible dans les rapports parce que les signets, c'est vraiment difficile de savoir ce signet-là, ben, il y a telle propriété sur tel visuel, tu sais, parce que ça peut être vraiment infini les possibilités, là. Tu peux vraiment Hmm. dire, ben là, je suis allé mettre tel fil sur ce visuel-là pour ce signet-là. Puis tu sais, avec Power BI, tu n'es pas capable de savoir facilement c'est quoi que le signet fait. Ouais, fait que je suis d'accord que ça, T'sais, ouais, ouais. puis les signets excessivement puissants. Mais si, c'est que la problématique du signet, c'est que c'est dur à supporter à long terme, dans le sens qu'une fois que tu l'as créé puis que ça marche, quand tu arrives pour modifier quelque chose dans le futur, c'est dur de savoir qu'est-ce que le signet faisait dans ses propriétés propres pour être capable de le refaire quand tu vas faire la modification. Mhm, Fait que tout ça, le paramètre de champ corrige une grande partie de ces éléments-là, mais aussi le fait que... Puis le paramètre de champ, quand tu l'as mentionné au niveau de les X puis les Y, euh, dans bien des situations, ça n'a pas nécessairement sa raison d'être dans un tableau très haut niveau, dans le sens que tu vas pas vouloir avoir de quoi avec trop de possibilités. Généralement, tu vas avoir de non, non, quoi ouais. quand ça s'adresse, mettons, à haute direction, tu veux que ce visuel-là, il soit statique, puis que ça soit toujours la même affaire. Mais l'avantage, c'est quand tu arrives dans des pages de détails, des pages de drill through, ben là, tu peux donner des outils aux personnes qui trouvent les informations, qui trouvent les incohérences, puis tu peux leur donner comme un niveau d'investigation quasi infini. Là. Tu pourrais mettre Mhm. 40 éléments dans l'axe des X, puis 40 éléments dans l'axe des Y, puis dire amuse-toi à trouver des correspondances qui n'ont pas de sens, puis des fois, ils vont trouver des choses hallucinantes. Ah non, c'est très puissant, là. Puis, tu sais, tu parlais des mesures tantôt, là, tu sais, c'est vraiment dynamique dans le sens que tu sais, si tu as 8 mesures dans ton segment, ben tu peux avoir une matrice que tu mets les 8, puis tu sais, tu peux enlever pick and select, là. C'est vraiment, tu choisis ce que tu veux, puis la matrice, elle update dynamiquement. Fait que, tu sais, c'est vraiment puissant, là. Puis tu sais, ça, clairement, même avec le bookmark, tu pouvais pas avoir autant de dynamique que ça, là. De Fait que c'est... flexibilité aussi, oui. Ouais. Puis Puis, les field parameters, c'est aussi un peu comme une espèce de une boîte noire parce que la manière que ça fonctionne, c'est le field parameter, il va pas, il va changer la query DAX at tes runtime, là, ou tu sais, quand le visuel il roule. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment savoir en arrière-plan c'est quoi le code, tu sais, comment que ça fonctionne. Sauf que si tu pars une trace dans DAX Studio, tu vas être capable de voir que la query elle a changé quand tu as changé ton field parameter. Fait que, tu sais, c'est vraiment très avancé, là, mais c'est intéressant de justement avoir un visuel avec des field parameters, puis d'aller dans DAX Studio, puis d'aller voir la query, comment qu'elle est à l'update, quand tu changes, mettons, telle mesure pour telle mesure. C'est ouais, très puissant. Fait que, puis moi, j'ai connu l'avant, et l'après, là, dans le sens que c'est apparu juste un peu après que j'ai commencé à faire beaucoup de Power BI. Puis, dans mon ancienne vie, quand j'étais chez IBM, on utilisait, nous, Cognos, puis il y avait cette possibilité-là. Puis, je me souviens quand on avait fait des rapports de contrôle qualité euh, à- sur la ligne de fabrication de IBM, puis ça l'a révolutionné le contrôle qualité ou l'investigation de, euh, de causes et de effets sur certains éléments. Parce que n'importe quelle personne sur une ligne de fabrication a souvent des espèces de petits préjugés ou des valeurs préconçues sur ah ben c'est impossible que ça ait un impact sur ça n'a aucun lien. Puis là, ben à un moment donné, puis il avait jamais fait de corrélation parce que c'était trop d'efforts de faire la corrélation. Puis là, on leur a donné un outil qui était capable de valider à peu près 130 paramètres
de fabrication sur des pièces à différents niveaux sur la ligne, comme la grosseur des billes qu'on mettait sur les pièces, la température des fours, Hmm. le produit qui est utilisé pour coller les billes, faire la fusion. Est-ce que, genre, dans quel type de trait il avait voyagé entre telle opération puis telle opération? Fait que c'était fou, là. Et on a fait un peu comme on le voit souvent là, sur Facebook, là, les espèces de relations, donc toutes les lignes d'un côté qui sont exactement pareilles avec les mêmes éléments de l'autre côté. Fait qu'on a permis de valider avec exactement la même liste dans l'axe des Y que la ligne des axes des X. Et, et là, il y a du monde qui ont commencé à regarder, ah, ben avec tel type de B, puis tel puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas de défauts qui montaient excessivement haut, puis ils s'étaient jamais rendu compte que ces deux composantes-là, ensemble, généraient plus de défauts parce que c'était des situations anodines Hmm. sur la ligne, puis des fois des Ouais. affaires qui avaient rapport plus tôt. Fait que ce genre de fonction-là, quand on veut... Je comprends que pour un rapport financier, pas le même impact du tout, mais quand on arrive sur de l'analyse de causes et de effets et de contrôle qualité sur des lignes de production, le paramètre de champ est un outil Mhm. tellement sous-estimé. Tellement Ouais. sous-estimé là, parce que ça peut révolutionner les idées de quelqu'un qui fait de la fabrication parce que mettons un exemple chez BRP, bon ben ok, combien de fois qu'on a des rejets ou est-ce que c'est plus long poser tel élément quand on a des vis de tel fournisseur parce qu'ils strip ou des affaires de même. Des fois, tu t'en rends pas compte parce qu'ils sont comme mélangés, mais à partir du moment où est-ce que tu traques ça, puis tu fais comme, hey, pourquoi que quand on a toujours des batchs de ces éléments-là, le temps de production augmente de 5%? Ben, c'est peut-être juste parce qu'ils vont moins bien, mais le monde réalise pas que ça va 5% moins bien. Mhm. Fait que, non, c'est Ouais. incroyable. Quand t'as la donnée, hein, c'est là que ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, puis tu sais, même nous, tu sais, juste de trouver c'est quoi les opportunités ou tu sais, à quel endroit qu'on perd de l'argent, tu sais, c'est-tu plus les catégories de produits ou c'est vraiment plus certains clients, certaines régions, fait que tu sais, si tu veux drill down puis creuser, ben c'est sûr que ta page, elle va être vraiment plus puissante pour faire ça, là, fait que Mhm. c'est très Puis, pertinent. puis ça joue aussi sur un autre besoin. Des fois, ça peut être très subtil, mais le fait des fois d'avoir un field parameter qui va avoir un aspect, mettons, les volumes ou les quantités, les dollars, des choses comme ça, ben ça pousse à avoir un impact sur l'adoption du rapport parce que euh, quand la personne est habituée depuis 20 ans à utiliser un Excel, puis son Excel il est toujours dans ce type-là, puis que tu arrives puis tu leur forces à utiliser un Power BI qui n'a pas cette vision-là, ben lui va être fâché puis il va se désintéresser du rapport. Tandis que si tu dis ah ben 90% du monde regarde ça de telle et de telle façon, mais on va leur donner les deux avec un seul clic. Ben, ça devient beaucoup plus facile après ça de faire une adoption de rapport, même si tu dis, OK, bon, on aimerait Ouais, ça qu'on aille dans cette direction-là, mais les personnes vont commencer à utiliser le rapport comme qu'ils l'utilisaient avant, puis ils vont peut-être migrer vers la nouvelle manière qu'on veut qu'ils migrent une fois qu'ils vont trouver que c'est parfait. ouais. Puis tu sais, tu peux justement, dans ton cas que tu as dit, tu sais, ce qui est bien avec les field parameters, c'est que tu peux les regrouper, puis créer des groupements de colonnes. Te dire, bon, ça c'est le use case 1 qui est 90% du monde. J'affiche juste ces 6 colonnes-là. Mais quelqu'un qui veut creuser plus, là, qui a besoin des quantités, des marges, tout ça, ben là, j'ai le use case 2 que tu peux choisir, que lui, ça te donne 16 colonnes. Puis, tu sais, par défaut, je te mets la petite matrice parce que c'est moins lourd. Puis, tu sais, tout le monde utilise ça. Mais, tu sais, si tu as besoin, tu peux l'avoir. Puis, ouais. C'est,
Très cool. Fait que ça, c'était pour les field parameters. Carl, t'aurais-tu toi un feature que tu voudrais nous parler? Oui, ben en fait, oui, ben le Calculation Group, je trouve que ça a été une petite révolution aussi. C'est pas encore très grand public, je te dirais, là. C'est pas aussi systématique à utiliser que le paramètre de champ. Le Calculation Group, ce que ça fait, ça permet de, à la place de faire un calculate sur une mesure, pour chaque élément qu'on veut modifier, on peut faire un calculate, puis y mettre n'importe quelle mesure à l'intérieur de ce calculate-là. Donc, un exemple, si on voudrait avoir faire un calcul sur euh, la même valeur, mais de l'année précédente, admettons. C'est souvent ça qu'on veut faire là, dans un cas. On veut regarder, OK, c'est quoi notre quantité de vente pour l'année en cours, puis la quantité de vente pour l'année précédente. On voudrait regarder c'est quoi la quantité, en fait, le nombre de dollars vendus cette année, puis le nombre de dollars vendus l'année passée. Fait que là, si on se ramasse à 4 ou 5, là, j'exagère pas trop, mais on pourrait même se rendre jusqu'à 10 ou 15 mesures qu'on veut comparer l'année actuelle et l'année euh, Ouais, ouais, passée, avant que le Calculation Group existe, ce qu'il fallait faire, c'était une mesure ouais. en calculate pour chacune de nos comparaisons qu'on voulait faire. Là, maintenant, on peut juste avoir nos mesures de base qui sont nombre de dollars, quantité vendue, profit, marge brute, blablabla. Puis, te créer une mesure qui est actuelle dans ton calculation group, une mesure qui est last year, puis tu injectes, dans le fond, comme une manière d'injecter une variable. Donc, je pense que c'est selected measure. Fait que c'est la Ouais, fonction méthodologie. selected measure qui vient juste dire la mesure qui est active dans ton tableau ou les mesures qui sont actives dans ton tableau, mets-les là, puis retourne la valeur une fois passée dans le calculé. Fait que là, Mhm. ça te permet d'avoir beaucoup de flexibilité, puis de réduire énormément la quantité de mesures que tu as à gérer et aussi qu'ils soient toujours identiques. Parce que des fois, c'est ça le Puis, problème, là. C'est que t'es copies, puis t'en modifies une, puis ils ok. suivent pas. Donc, de ce que je comprends, Carl, c'est que ça te permet justement avec ça, tu vas être capable de réduire le nombre de mesures. Tu n'auras pas besoin de créer autant de mesures dans ton modèle. Fait que Exactement. ton modèle va être plus propre. Puis ça se traduit quand même, mettons, dans le rapport. Tu sais, ça tu vas l'utiliser quand même, mettons, dans ton rapport, le calculation group, hein. Tu peux le mettre directement dans un visuel, mettons une matrice, tu mets ton calculation group dedans, il va automatiquement créer une colonne supplémentaire dans ta matrice pour te dire le previous year. Fait que là, Ok, ok. admettons, tu mettrais, l'idéal, ça serait d'avoir tes deux mesures. Dans le fond, tes deux calculation groups, un qui serait, mettons, current year, parce que là, Mhm. ton but, c'est de dire, parmi, parmi la mesure de tes ventes, donc tu fais une mesure qui fait juste sums de tes ventes, mettons. Fait que ça, c'est ta mesure initiale. Dans ton calculation group, tu viens rajouter à ça euh, un calculate selected measure qui va te dire l'année courante, donc l'année de cette année par rapport à ta mesure. Puis tu vas t'en faire une deuxième qui va être l'année précédente. Puis là, quand tu Ok. vas mettre tes deux calculation group dans ton tableau, tu vas aussi mettre la mesure dans ton tableau et il va te calculer cette mesure-là à l'intérieur. Donc là, si on vient faire la même chose avec un paramètre de champ, mais tu pourrais choisir ton paramètre de champ qui choisit des mesures. Fait que là, tu pourrais y mettre vente, tu pourrais y mettre quantité, blablabla, tous ces éléments-là. Puis après ça, il va toujours te sortir tes deux colonnes qui sont le current year puis le previous year. Fait que Mhm. là, toutes les solutions sont possibles. Tu pourras Ouais. avoir last month, Avantage. 2 ans Ouais. précédents, tu pourras avoir même
Mhm. des objectifs dans le futur, puis tu prends toutes tes colonnes, puis quand tu le modifies, ça va se faire automatiquement. Donc, tu crées une fois ton calculation item, dans ce cas-là, qui s'appelle, mettons, last year. Tu fais une matrice, tu vas mettre ton calculation group, puis tu mets last year dedans. Tu le fais sur last year ou peu importe. Puis après, toutes les mesures que tu vas mettre dans ta matrice, ça va aller appliquer justement ton calculate que tu as mis là, avec expected Exactement. measure. Fait que Ouais. dans cette notion-là, il faut aussi faire attention, dans le sens que l'idéal, c'est d'avoir aussi un calculation group pour te dire le current year. Parce que ton but, c'est d'avoir une mesure qui est le plus globale possible. Fait que tu aurais un current year, Ouais. puis euh, current last year, ou des fois, tu pourras avoir, tu sais, fait que là, il faut que tu aies un comparable dans les deux cas. Ça peut être current month, current year, puis Mhm. last month, last year. Mais tout ça fait en Ouais. sorte que dans certaines situations, j'avais déjà fait le calcul, avoir fait tout ce que je voulais faire, ça m'aurait donné aux alentours de 80-90 mesures. Mhm. Je m'en suis sorti avec une douzaine de mesures. Donc, Ouais, ouais. Ouais, c'est le hot. nombre de copier-coller, le support à la fin que tu as à faire, ça vient quand même rapidement un gain. Mhm. Moi, je dirais, dans le fond, nous, une utilisation qu'on en faisait des calculation group, c'était surtout on avait une page que sur la page, mettons, tu regardes les ventes, puis tu as trois visuels. Tu as des ventes par catégorie, des ventes par client, puis je sais pas, là, des ventes par couleur, peu importe. Tu as trois visuels. Puis tu réutilises pas mal tout le temps les mêmes mesures sur les trois visuels, mais tu sais, tout le temps l'axe des X qui change. Puis la seule affaire que tu veux changer sur ta page, c'est que tu dis, j'aimerais ça, moi, voir les 3 derniers mois versus last year, puis le pourcentage de variation. Puis là, ben, en ce cas-là, tu sais, on l'utilisait comme un slicer sur le rapport qui était période, que dans ça, tu avais 3 derniers mois, 12 derniers mois, fiscal, qui est pas Mm. pareil, tu sais. Fait que là, tu as l'utilisateur, par défaut, on dit c'est les 12 derniers mois, mais si tu as besoin, tu es capable d'aller voir sur 3 mois. Tu sais, as-tu d'autres patterns que tu vois? Tu sais, mettons, OK, dans les 12 derniers mois, tes ventes sont flat, mais les 3 derniers mois, je vois que tu as vendu plus d'accessoires. Fait que ça, c'est. Nous, c'était. Puis, tu sais, règle générale, les calculation group, là où ce que c'est fort, c'est tout ce qui est time intelligence. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, tu as besoin de faire du versus l'année passée, month to date, year to date, des choses comme ça que tu veux réutiliser pour d'autres mesures. Tu sais, ça vaut la peine d'aller lire sur les calculation group. Il y a beaucoup de vidéos par SQL BI, entre autres, là. Puis, tu sais, plein d'autres channels. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, je dirais, moi, là où est-ce que ça devient complexe, c'est. Puis, tu sais, moi, je recommande pas de. Je trouve pas que c'est une bonne idée d'avoir deux calculation group sur une page qui travaillent. Parce que tu peux en mettre deux, hein. Puis, tu sais, tu peux combiner des choses, puis là, OK, hein. Mais le problème avec les calculation group, c'est que c'est assez dur à débugger. Parce Mhm. que, tu sais, une mesure, que quand tu la débugs, tu as tout ton code au même endroit, mais tu sais, le calculation group, c'est un peu comme les paramètres de champ. C'est beaucoup en arrière-plan qu'il se passe des choses que ça devient quand même dur à débugger. Fait que ça veut dire que les calculation groups que tu crées, t'es mieux de t'assurer qu'ils sont assez simples, la logique, puis c'est pas du DAX qui est sur 200 lignes, là, tu sais, que, tu sais, Non, faut quand même, le plus possible, on essaie de garder ça simple parce que si on n'a pas le comportement qu'on souhaite, ça va prendre du temps à régler le problème, là, tu sais, tout à fait. Tu sais, comme tu dis, là, Time Intelligence, c'est le cas qui nous vient en tête le plus rapidement, mais aussi tout ce qui a rapport avec des groupes, tu sais, des groupes ou des sous-groupes qu'on a déjà fait, puis qu'on voudrait être capable de segmenter certaines données, comme mettons euh,
un élément que j'ai mis en tête, là, tout ce qui a rapport avec les rapports de finances. Donc, Hmm. tu sais, mettons, si tu, dans des rapports de finances, mais tu vas avoir des dépenses, tu vas avoir des frais fixes, tu vas avoir des affaires de même. Fait que quand tu fais des regroupements comme ça, ben, des fois, tu vas vouloir avoir des mesures spécifiques sur ça pour te faire des marges ou des choses comme ça. Fait que ça s'y prête bien parce que tu le fais dans ton groupe, puis après ça, tu as juste besoin de dire ton calculate égal à tel groupe. Puis Mhm. ça se fait bien. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Puis je me rappelle aussi d'un un pattern que je pense que c'est SQL BI qui avait présenté, qui était quand même, ça allait quand même bien. Mais tu sais, exemple, tu as une matrice que tu veux voir les ventes par client. Puis tu as, je sais pas, 1000 clients dans ta compagnie, mais tu sais, tu peux peut-être juste montrer le top 10, puis créer une catégorie qui est Other ou Autre, ou Remaining Customer, là, quelque chose comme ça. Puis ça, avec les calculation group, tu es capable de faire, d'utiliser un pattern justement qui va te permettre de regrouper les ventes, puis afficher les ventes juste pour les 10 clients. Puis après, si tu n'es pas dans le top 10, somme les ventes dans mon champ qui est remaining customer. Mhm. Fait que je trouvais que c'est quand même, ça peut être intéressant, là. C'est Ouais. quand même des choses. Puis tu sais, là, on le nomme comme si c'était très compliqué, là, mais au final, faire un calculation group, c'est pas compliqué, là, dans le sens que à la base, là, la manière de faire un calculation group, c'est faites-vous un calculate qui se base sur une mesure. Une fois que votre calculate qui se base sur votre mesure fonctionne, vous copiez l'intégralité de votre formule, vous allez la mettre dans le calculation group, puis vous remplacez la mesure que vous aviez faite, la mesure qui est intégrée dans votre calculate. Comme mettons, si vous avez fait un calculate sur la mesure de vente pour les 3 derniers mois, ben vous faites juste changer qu'est-ce qu'il y a en bracket vente, puis vous mettez selected measure. Puis si ça marchait dans le premier, ça va marcher à 99% du temps dans le deuxième aussi. C'est pas compliqué, Ouais, mais c'est juste qu'il faut garder en tête que il y a un peu de perte de contrôle quand on met beaucoup d'éléments qui ont rapport avec des calculation groups dans une même page. Donc, il y a une espèce de petite entropie qui se génère là-dedans. Donc, plus que vous rajoutez d'éléments que vous ne maîtrisez pas, plus que de chances que le support soit compliqué à faire. Mais si vous en avez mhm, juste fait un, euh, ma méthode fonctionne. Là. Faites-vous une mesure avec un calculateur dedans, copiez ça, puis vous allez voir, ça va marcher 100% du temps. ouais. Tu sais, je dirais que ça demande quand même une bonne compréhension de calculate. Tu sais, comme toutes les notions de filter context, ces choses-là, tu sais, Mhm. c'est bon si la personne elle connaît bien la fonction calculate, puis qu'elle s'est renseignée, puis tu sais, justement pour comprendre comment ça fonctionne en arrière-plan. Mais c'est vraiment puissant. Puis tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui l'utiliserait pas, il va perdre beaucoup de temps à créer des mesures, tu sais, puis passe à côté, là. Ouais. Pas de quoi tu utilises dans tes 3 ou 4 premiers rapports en Non. général, mais quand tu commences à te dire que tu es limité puis que tu veux gagner de la performance en création, euh, c'est le temps de regarder les calculation groups. Ouais. Puis là, ben, en parlant aussi de temps de création puis d'efficacité, moi, il y a une fonctionnalité que j'utilise dernièrement beaucoup, qui est apparue, je pense, dans la dernière année, ou pas vraiment plus loin que ça. C'est la vue TMDL. Je sais que tu l'utilises un peu moins, là, Steven, mais la vue TMDL, c'est une belle bébite. C'est en fait une manière d'importer du code DAX qui, en fait, de transposer l'ensemble du code DAX qui est déjà fait, mais pas juste le code qu'on est capable de créer dans les formules DAX, mais aussi tout comme la génération des entêtes qu'on fait par les boutons.
Donc, c'est vraiment les définitions des colonnes spécifiques. Fait que tu sélectionnes une table quelconque, puis tu viens faire impasse sur cette table-là, ou tu la dragues directement dans ta vue TMDL. Puis là, après ça, ce que ça fait, c'est que ça te montre colonne par colonne, c'est quoi la définition, donc le contexte, donc son formatage, son titre, tous les éléments qui sont normalement pas invisibles, mais définis par l'utilisation de boutons dans l'interface. Moi, la raison pourquoi que je m'en sers, c'est que souvent, dernièrement, j'ai fait beaucoup de rapports de type financier. Puis quand on arrive dans les rapports financiers, ben, on fait plein de mesures. Puis les mesures, c'est toujours, ils veulent tout le temps que chaque colonne soit définie de la même façon. Donc, souvent, en colonne currency, souvent deux chiffres après la virgule. Ils veulent que ce soit un currency souvent comme français-canadien pour que le signe de dollar soit à la fin, non pas au début comme aux États-Unis. Donc, tout ce genre de ce formatage-là, quand on veut le faire colonne par colonne dans le rapport, ben on doit aller sélectionner la valeur, on doit aller dans le type de données, currency, on clique dessus, on attend 2 secondes d'aller trouver le bon. Après ça, on arrive pour cliquer sur augmenter le nombre de digits une fois, on attend une autre seconde et demie, on clique une autre fois pour arriver à ça, puis là, ça arrive avec ça. Fait que si on fait ça une trentaine de fois pour nos 30 colonnes, ça nous prend un 5-10 minutes facile, des fois, à Mhm. faire ça. Puis des fois, on a cliqué trop vite, puis là, on se rend compte que une de nos colonnes avait juste un digit au lieu de deux, parce qu'on a changé trop vite. Avec la vue TMDL, tu peux importer toute ta table et copier la ligne qui te permet de faire le formatage précis de une de tes colonnes. Et après ça, de faire un chercher remplacer sur tout l'ensemble de tes autres colonnes que tu veux. Fait que tu as juste besoin de faire des copier-coller systématiquement à tous les endroits. Puis Mhm. tu repousses ça d'une seule shot, puis ça va s'appliquer directement. Tu peux faire de l'injection de code DAX que tu viens de ton DAX Studio, peu importe. Fait que c'est une espèce de Advanced Editor pour ta table DAX au complet. Ouais, parce que c'est comme en fait, ça te donne toute la métadonnée en Mhm. arrière de ton modèle ou d'une table en particulier. Et ce genre de choses-là, tu sais, si tu voulais faire ça, mettons, là, 10 ans quand Power BI a été inventé, c'était vraiment plus difficile à faire. Puis, tu sais, clairement, tu pouvais pas le faire dans Power BI Desktop. Ça te prenait absolument un logiciel third party ou tu allais comme dans SSMS, le Exact. SQL, SQL Server Management Studio, dans Analysis Services. Puis, il y a aussi une affaire, c'est que le TMDL, en fait, ça a remplacé un langage qui était le TMSL OK? de Microsoft, qui était vraiment moins propre, moins clean. Justement, si tu vas dans SQL Server Management Studio, puis tu vas dans Analysis Services, tu peux te connecter, mettons, sur ton dataset Power BI local, puis tu es capable de faire script database, puis il va te donner tout le script vraiment TMSL pour recréer la database. Mais quand ils ont introduit le TMDL, il y a beaucoup comme de. Tu sais, quand tu fais des doubles quotes, pis ces choses-là, il y a beaucoup de paramètres de choses ils ont des backslash pour escape les paramètres. Puis justement, le TMSL était vraiment genre. Tu regardais un script, mettons, tu regardais le script Power Query pour une table, puis c'était impossible de le comprendre, qu'est-ce qui se passe OK. tellement que tu avais de backslash, puis des. Fait que le TMDL, justement, ils ont vraiment amélioré l'expérience d'afficher ce genre d'informations-là. J'ai un de mes employés qui l'a utilisé justement la semaine passée parce qu'on a eu un problème qu'il y a eu des changements qui sont arrivés. On s'est comme ramassé avec un dataset qui était en dev dans notre workspace de développement, mais qui n'était pas branché au bon dataflow.
il était branché au dataflow de prod. Puis, tu sais, mettons que tu as 12 tables qui sont branchées sur tous les dataflows de prod. Ben, tu sais, si je suis en dev, normalement, il faudrait que ce soit en dev. Il faudrait que mes dataflows soient pointent vers mon espace de travail dev. Mais pour faire ça, tu es obligé d'aller dans Power Query pour chaque table. Là, tu cliques sur l'espèce de petite gear, tu vas dans Workspace, puis tu rechoisis le bon Workspace, puis tu changes ton dataflow. Fait que là, un de mes employés a dit Hey, on pourrait utiliser sûrement le TMDL, là, la vue. D'après moi, je serais capable de le faire. Ben, justement, le TMDL, il va te donner la partition du Power Hmm. Query. Puis dans Power Query, qu'est-ce qu'il dit si c'est dev ou prod? Ça va être un espèce de ID du workspace. Fait que dans ce cas-là, il a fallu comme sortir, OK, voici le workspace ID dev, voici prod, fais un mass replace sur toutes les tables, celui de prod, meddev, tu sais, Ah, puis, wow. puis on a fait la même affaire pour les dataflows, on a tout fait le mapping, mais tu sais, c'est pas mal moins long de faire le mapping de dataflow prod vers dev que en tout cas, d'aller dans chaque table, dans Power Query, puis c'est vraiment plus long. Ah oui. Ça a pris, je pense, genre 5 minutes, tu sais, puis c'est fait. Puis Ah, c'est vraiment j'aurais pas chill. pensé à ça, mais j'avoue. Mais c'est tu sais, ce genre de pépin-là qui arrive que c'était pas prévu. Puis bon, là, on a un dataset qui est pas connecté au bon environnement. Puis ça s'applique aussi tu sais, à SQL. Tu sais, mettons, tu auras un serveur SQL, là, ben, il est connecté en prod, mais il faut le changer à dev. Tu peux prendre ton dataset puis juste contrôle H, tu sais, puis tout remplacer les Mhm. serveurs pour un nouveau serveur. Tu sais, tu fais une migration de serveur, puis tu dois le changer, ben, tu pourrais utiliser ça probablement pour le. Puis tu sais, Fait que c'est. puis, Ouais. puis, puis, puis cette fonctionnalité-là, là, je le dis, ça permet pas. En fait, j'ai pas encore vu des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on pouvait faire exclusivement par ça. Dans le sens que tout ce qu'on peut faire par ça, on peut le faire soit par l'interface, on peut le faire par Power Query, on peut vraiment aller tout faire la même chose ailleurs. Le gros avantage du TMDL, c'est quand que tu travailles là-dedans à temps plein, ou même pas à temps plein, mais beaucoup, ben tu as vraiment un gain d'efficacité à traiter de l'information de manière massive, à le faire là-dedans, plutôt que d'ouvrir ton Power Query, parce qu'on s'entend là, des fois dans certains modèles, juste ouvrir le Power Query puis faire l'actualisation du Power Query, c'est long, là. Ben oui. Fait Ben ouais. que, tu sais, juste ça, des fois, ça vaut la peine de sauter cette étape-là. Mais aussi le fait que, ben, t'as pas besoin de cliquer sur des boutons. Fait que je comprends que c'est une feature, c'est un item qui est beaucoup plus pour les programmeurs avancés de Power BI. Mais, à mon avis, ils vont continuer à mettre peut-être un peu plus d'efforts sur ce genre de fonctionnalité-là, Mhm. là, puis autant que, mettons, dans les situations, les graphiques à cette heure, quand on est dans la vue de table, ben pas dans la vue de table, mais dans la vue de l'affichage, que là, on a des modules avec des graphiques qui nous permettent de updater, de choisir des choses. J'ai l'impression que TMDL va vivre une espèce de d'options comme ça, de faire du mass update un peu semi-contrôlé par des options proposées. En tout cas, moi, je trouverais Ouais. ça le fun si ça arriverait, mais c'est une belle bébelle. Ouais. Puis tu sais, ça, ça fait quand même un bon parallèle avec mon prochain sujet. Mais parce que je voulais parler des pipelines de déploiement ou deployment pipeline. Parce que justement, quand on utilise les pipelines de déploiement, qu'est-ce qui est utilisé pour comparer un modèle entre un environnement puis l'autre? Ça va être potentiellement du TMDL tu sais, qui va être utilisé pour comparer la métadonnée. Fait que tu sais, si tu as ta partition de Power Query que tu es allé, dans ton Power Query, tu es allé ajouter une colonne sur une table, quand tu vas comparer ta version dev avec QA, tu vas voir justement le TMDL de cette section-là tu sais, qui va être highlighté. Puis, fait que, tu sais, ça fait que c'est quand même très clean pour comparer des différences entre les modèles. Mais dans le fond, je voulais parler des pipelines de déploiement parce que ben, tu sais, ça fait quand même un bon, je dirais 4-5 ans que ça existe.
Puis tu sais, avant ça, dans Power BI, la plupart des personnes travaillaient juste avec un espace de travail. Et tu sais, pour la plupart des personnes, tu sais, un espace de travail, c'est correct, tu sais, puis il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je pense que Microsoft, tu sais, voulait entre autres que Power BI devienne plus un logiciel, tu sais, pas juste pour le citizen developer, là, pas juste pour madame tout le monde, mais en entreprise aussi, dans les grosses entreprises. Tu sais, qu'est-ce que ça nous prend pour que Power BI Mhm. soit utilisé dans les grosses entreprises? Fait que, tu sais, ils ont mis en place justement les pipelines de déploiement qui nous permettent de justement se dire, OK, j'ai un espace de travail qui est développement, un espace de travail qui est pour mes tests, puis tu sais, j'ai un espace de travail pour ma production. On a fait un épisode d'ailleurs sur ça, tout ce qui est déploiement, puis espace de travail, justement, Q et Dev. Mhm. Fait que vous pouvez aller voir l'épisode si vous voulez avoir plus d'infos. Mais tu sais, clairement, je pense que ça l'a réglé le problème que on n'était pas capable d'avoir un environnement qui est dédié juste pour les tests, qui n'est pas la production. Tu sais, ça, justement, si, tu sais, ça nous est tout arrivé de, on a un problème sur notre rapport, puis là, OK, vite, il faut le régler, il faut le régler. Tu règles le truc, puis là, tu republies ça, puis là, tu te rends compte, ah, ben, j'ai brisé telle affaire. Fait que là, tu la refais. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tu manques de. T'as pas l'endroit pour tester adéquatement ton produit. Puis là, ben, tu sais, tu testes au même endroit que l'utilisateur l'utilise. Fait que là, ça crée gros du bruit. Ah, tout à fait. Mais corrige-moi si je me trompe, les pipelines de déploiement, c'est toujours limité aux espaces Premium. Ouais. premium? Bonne question. Je suis plus certain, je peux Ça aller vaudrait. valider. Mais Ouais, ça serait bon de vérifier parce que t'as peut-être raison. Peut-être c'est encore ben, premium. j'ai vu des fonctionnalités dans Fabric je pense pas que c'est des pipelines de déploiement, mais c'est des pipelines de données. Fait que j'ai l'impression Mhm. qu'on serait capable de faire ça avec un Fabric de base. Mais Ouais, j'ai comme ouais. l'impression que soit Espace Premium ou Fabric, les pipelines de déploiement seront probablement pas accessibles Mhm. si on n'a pas au moins un de ces deux éléments-là. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Fait au moins maintenant avec Fabric, tu es capable d'avoir des features qui sont similaires à un premium pour moins cher. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est peut-être quelque chose qui serait faisable aussi là, avec un petit SKU Ouais, Fabric. Là. j'ai pas encore eu le temps de regarder cette fonctionnalité-là dans Fabric directement, les Mm, pipelines. Là, on, on s'est concentré beaucoup sur les data flows, des choses comme ça, mais ça va venir. Là, on a quelque chose qui s'en vient au niveau mm. de Fabric de l'autre côté chez Ouais. Maverick. Fait que ouais. Fait que les pipelines de déploiement, si jamais vous avez une plus grosse équipe de développement ou que peut-être vous travaillez sur un rapport qu'il y a vraiment de la donnée critique, que c'est des personnes haut placées qui regardent ça à chaque jour, puis que tu sais, peut-être que ça vaut le coup finalement d'avoir un processus plus robuste de développement. Ça peut être bien d'aller voir ça. Là. Ah, effectivement. Puis tu sais, moi, je connais pas toutes les fonctionnalités parce que j'ai pas eu la chance de tester vraiment pipeline de déploiement. Par contre, même si on est dans une petite équipe qu'on n'a pas accès au pipeline de déploiement, si vous voulez avoir de quoi de robuste, vous pourriez, avec des data flows, vous faire un simili environnement de prod et un environnement de dev comme pour être capable de charger certaines données directement dans des data flows. Donc, Mhm, si vous avez l'intention, même si vous n'avez pas les moyens de vous payer un Fabric ou un espace de premium qui est quand même assez dispendieux, euh, selon la grosseur de l'équipe, ben, vous pourriez quand même vous développer un petit environnement au moins de tests pour commencer. Puis tout ce que vous faites là, vous le faites toujours en copie directement pour le prod. C'est juste une bonne habitude de faire ça. mm. Ouais.
Puis tu sais, Carl, tu parlais gros de fabrique, là, c'est quand même quelque chose qui est, je pense aussi, il y a beaucoup de features qui sont dans fabrique, tu sais, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on disait justement qu'on voulait peut-être faire un épisode vraiment dédié plus à fabrique. Fait que tu sais, vraiment, c'est qu'est-ce que ça apporte, tout ça. Définitivement, ça va être soit un gros épisode ou deux épisodes moyens, parce qu'il y a Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler dans ouais. Fabric, là. C'est vraiment cool. Sinon, il y avait peut-être, Carl, on avait parlé peut-être copilote, toi, c'est de quoi que tu utilises un petit peu ou comment tu Mais vois ça, moi, je me fais souvent, l'AI? Hein? je me suis souvent fait poser cette question-là quand que je fais de la formation copilote dans Power BI. Euh, et autant que, mettons, copilote dans, euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand Copilot est arrivé dans PowerPoint ou dans Office 365, les premiers mois, c'était un petit peu tôt. On voyait pas nécessairement l'utilité systématique là-dedans. Mais je te dirais que actuellement, Copilot dans Power BI, c'est pas tant pour faire ce que le monde pense que ça fait. Dans le sens que Euh, actuellement, puis ça risque de changer, dans le sens que probablement que si vous regardez cette vidéo-là en 2026-2027, vous allez vous dire que je suis dans le tort parce que c'est pas ça qui arrive. Mais actuellement, été 2025, Copilot de Power BI, il sert à répondre à des questions sporadiques dans vos données qui sont accessibles dans votre Power BI. Dans le genre, vous pourriez dire, hey, combien j'ai fait de ventes le mois passé pour tel produit dans l'option copilote, puis il va vous répondre, il va vous donner la réponse. Mais il va pas actuellement vous créer des pages. Chose que le monde s'attend un peu à ce que ça fasse ça, dans le sens que ah ben je vais lui dire fais-moi une page de vente, puis il va nous faire une belle page de vente avec les couleurs puis Mhm, tout. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Est-ce mhm, est-ce que probablement dans l'AI, après 3 mois, on est déjà des menteurs parce que ça évolue tellement vite. Fait que, moi, je l'ai testé parce que ça prend une licence spéciale pour avoir accès à ça. Fait que je l'ai testé il y a près 3-4 mois. Fait que peut-être que déjà ce que je dis a plus rapport, mais moi, quand je l'ai testé, je me suis dit, ah, je vais attendre au moins 1 an avant de retourner là-dessus pour voir l'impact pour moi en tant que développeur positif. mhm. Ouais, puis tu sais, moi, je vois quand même le potentiel, tu sais, vraiment, je le vois plus comme, mettons, d'un point de vue DAX, où tu sais, tu veux écrire, mettons le DAX Query, là, tu veux créer une table calculée ou tu sais, quelque chose comme ça, tu sais, tu peux l'utiliser pour vérifier, tu peux commencer ta query avec ça pour te donner une idée de, OK, je devrais faire un summarize column, je devrais faire un calculate. Tu sais, pour t'aider à commencer, je pense que ça peut être bon, te donner des idées, mais après, faut que tu connaisses assez DAX pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, tu sais, puis ça Mhm. fait la bonne chose. Tu peux pas, c'est ça, tu peux pas prendre ça pour du cash, puis juste, OK, parfait, je l'ai. Puis tu sais, j'ai utilisé ChatGPT pour faire des correctifs de bugs, des choses comme ça, que je ne serais jamais attendu à ce que ce soit Mhm, complexe comme ça, des choses comme ça. Mais quand j'ai utilisé Copilot, il y a quelques mois, c'était pas ça qu'il offrait nécessairement. Mais mhm, si c'est ça qu'ils veulent offrir dans le futur, être capable de dire, bon, ben, hey, on va être capable de regarder c'est quoi tes mesures, puis tu dis, j'aimerais ça que avec telle mesure, telle mesure, telle mesure, que j'aie ce résultat-là, puis ce résultat-là, ben, wow, ça va être vraiment magique, parce que là, actuellement, le problème, mettons, dans ChatGPT, c'est que tu copies une formule, puis il connaît pas qu'est-ce qui est pas dans la formule, fait qu'il peut pas te proposer des choses qui sont peut-être plus adaptées à ce que t'aurais ou à regarder des mesures qui ne sont pas visibles dans la formule que tu as offert.
Mais Ouais, ouais, si dans le copilote c'est intégré puis qu'il va dire hey by the way t'as une mesure qui fait ce que tu veux, prends ça puis fais ça avec, je ferais comme wow, ça serait magique. Là. ouais, il y a comme un peu une sorte d'intelligence, tu sais, qui faudrait que tu sois capable de faire sur le modèle entier, puis tu sais, de voir Ben les relais. Ouais. un peu ce qu'il est en train de faire avec Office 365, dans le sens que c'est un chat GPT qui est conscient de tes emails, de tes dossiers, de tes environnements ou des choses comme ça. Mhm, Tu sais, je peux comparer vite vite, là, mettons avec Gemini CLI. Ben, Gemini CLI, tu l'installes sur ton poste, puis il est capable de modifier ou d'interagir avec des dossiers, puis il peut faire des traductions de fichiers Word que tu as à l'intérieur dedans. Tu dis, prends toute la liste de ces fichiers-là, puis fais-moi une traduction en espagnol puis en anglais. Il va te les renommer, puis il va te les traduire. Let's go. Fait que tu sais, c'est l'avenir là, à ouais, l'intérieur ouais, de copilote quand ça va être capable de faire ça, de dire, justement de dire prends le nom de mes colonnes puis fais-moi un schéma de langage avec ça. Et wow! Ça ouais. serait cool en maudit, là. Ouais, puis tu sais, je serais pas surpris justement qu'en dans une couple de mois, tu sais, peut-être, mettons, un an, je pense que tous les développeurs vont utiliser tous les jours, tu sais, Copilot, là. Moi, je fais juste, mettons, faire le parallèle avec mon projet de traduction de jeux vidéo, où ce que je fais de l'assembleur, puis que j'ai besoin de faire des patchs, justement, là, puis je prends littéralement une fonction, mettons, la version décompilée de C++, et je donne ça à ChatGPT. Puis, tu sais, les variables, ils veulent absolument rien dire. Puis, ChatGPT, mettons, j'y donne tout le contexte. OK, c'est dans tel jeu, je suis en train de traduire, nanana, telle archive. Puis, il est capable de me dire, selon ce que tu me donnes, il y a des bonnes chances que ce paramètre-là sert à ça, nanana. Puis, tu sais, Ah, c'est je me fort, dis, c'est vraiment hey, je fort. suis tellement genre, impressionné de à quel point, tu sais, ça m'aide vraiment, tu sais, à starter de OK, je devrais sûrement aller voir ça. OK, bonne idée, tu sais. Puis, hey, fait que, tu sais, si on est capable de se rendre là avec Power BI, là, j'imagine pas. Ah, je suis convaincu qu'on va se rendre là avec Power BI et dans Copilote. La question, c'est quand. Puis, c'est souvent. L'enjeu, c'est vu que c'est tout le temps des produits qui sont payants, ben à quel moment on a un assez gros retour sur l'investissement qu'on fait pour que ça vaille la peine de le payer. Dans le sens que si on s'en, tu sais, je sais pas là, si ça coûte 500 $ par année, ben est-ce que ce 500 $ là euh, Ouais. nous sauve assez de temps pour que ça vaille la peine? Tu sais, c'est une question comme ça. Mhm. C'est fou ce que ça fait. C'est juste que pour l'instant, c'est axé beaucoup sur la donnée elle-même et moins sur le code ou sur la création. Ça va venir. Comme tu dis, Ah ouais. dans Ouais. un an et demi, dans un an, assurément, on va avoir des fonctions qui vont apparaître. Puis dans un an et demi, ça reste des fonctions qui vont être de plus en plus Ouais. performantes, qui vont nous aider à Dans faire ça. 3 ans, on n'aura plus de job. Elle Vraiment. va évoluer. C'est ça. On fera juste du YouTube, puis plus d'épisodes. Ouais. Ça ressemblait à ça les sujets qu'on voulait vous parler aujourd'hui, là. C'est sûr qu'on se base vraiment sur notre expérience dans qu'est-ce qu'on utilise le plus. Puis on est quand même reculé 5 ans, mettons, de feature Power BI. Fait qu'il y a plein de choses qui sont plus récentes que moi et Carl, on a moins utilisé, là. Entre autres les visual calculation, que tu sais, ça a l'air vraiment cool, mais c'est juste que nous, on les a moins utilisés. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à aller dans les commentaires puis à nous dire, vous, c'est quoi les features finalement que vous utilisez le plus, qui ont révolutionné votre vie? Si c'est similaire à ce qu'on a dit ou bien on a vraiment manqué notre coup puis on n'est pas pareil? Qu'est-ce qui sont des indispensables pour vous? On est curieux parce que on veut aussi utiliser ces fonctionnalités-là parce que si sont indispensables pour vous, probablement qu'elles vont devenir indispensables pour nous aussi si on les connaît, on les connaît.
Ouais, fait que ouais, informez-nous là-dessus. On est curieux de vous entendre de qu'est-ce que vous ne reculeriez pas en arrière sur Power BI. ouais. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne, puis on remercie comme toujours notre partenaire Maverick Analytics. Donc, sur ce, ben, passez une excellente journée tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Bye bye.